This computer system is another example of innovation at IBM. In fact, it's the most advanced voice recognition system of its kind, period. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était absolument pas prévue mais qui va être super intéressante, vous allez vite comprendre. Dans ma dernière vidéo, je m'inquiétais pas mal concernant l'avenir d'Intel et j'ai surtout retracé un petit peu ce qui a mené à la situation actuelle pour Intel, en repartant d'une période où tout allait bien, on va dire le début des années 2010, jusqu'à la période actuelle où visiblement c'est très compliqué pour Intel. Eh bien figurez-vous que Michael Moreau, qui est le chargé en relations publiques d'Intel France, m'a contacté pour me proposer de répondre par exemple à des questions concernant la situation d'Intel. J'en ai donc profité. J'ai donc posé quelques questions par mail. J'aurais beaucoup aimé pouvoir faire ça en vidéo, voire en audio pour discuter avec lui et échanger directement avec lui. C'est d'ailleurs lui qui m'a proposé directement. Malheureusement, ce n'est pas possible pour moi à l'heure actuelle, étant donné que je suis en plein déménagement et surtout à l'endroit où j'enregistre à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment moyen d'être tranquille pendant un long moment pour enregistrer en direct. J'ai donc fait ça par mail et donc dans cette vidéo vous allez voir via les réponses qu'il m'a fournies par mail les éclaircissements de la part d'Intel sur pas mal de points. On va voir ça juste après la sponsor. Je vous présente le sponsor de cette vidéo, il s'agit de Godil24. Vous venez d'acquérir un magnifique PC, malheureusement il n'y a pas de système d'exploitation dessus. Eh bien Godil24 a la solution pour vous car il vous propose à prix réduit des clés pour Microsoft Windows officiel en version OEM. Avec le code ALD50, vous pourrez profiter de Windows 11 Pro à partir de 13 € ou encore Windows 10 Pro à partir de 8 €. Si c'est plutôt le pack Office qui vous intéresse, vous aurez aussi des réductions avec le code ALD62, ce qui vous permettra par exemple de profiter de Office 2019 Pro à partir de 22 €. Et si vous avez besoin à la fois de Windows et du pack Office, il existe des bundles avec le code ALD62 toujours à partir de 28 €. Pour profiter des réductions, c'est très simple, une fois que vous avez choisi ce que vous voulez acheter, allez dans le panier et rentrez le code dans l'espace prévu à cet effet. Vous passez ensuite au paiement, que ce soit par carte bleue ou encore les paiements sécurisés par PayPal. Une fois le paiement effectué, 5 à 8 minutes plus tard, vous recevrez votre clé CD directement dans votre boîte mail. Si vous ne recevez pas le mail, n'oubliez pas de vérifier dans les spams et dans l'éventualité où il y aurait réellement un problème, ne vous en faites pas car Godil24 possède un service après-vente 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et s'engage à vous rembourser en cas de problème. Pour commencer, je tiens vraiment à remercier Michael Moreau qui a accepté du coup de répondre à certaines questions. Dans les questions que je lui ai posées par mail, vous verrez que c'est principalement des interrogations que j'avais dans ma précédente vidéo et j'ai aussi rajouté des questions qui ont été soulevées dans l'espace commentaire de la vidéo et même certains autres points sur lesquels j'aurais aimé avoir des réponses. Et vous allez voir qu'il m'a répondu sur quasiment toutes les questions que je lui ai posées, donc vraiment je le remercie. En revanche, il y a certaines questions qui étaient dues surtout à cause de rumeurs que l'on entend à l'heure actuelle, sur lesquelles il ne s'est pas prononcé. Je m'en doutais, très honnêtement, c'est parfaitement normal qu'ils ne répondent pas là-dessus, mais j'ai quand même tenté au cas où ça permettait d'avoir des réponses là-dessus. Bref, on perd pas plus de temps, on attaque directement avec les premières questions. On commence donc directement avec les Intel Core Ultra, où dans ma précédente vidéo, j'étais plutôt inquiet sur la compétitivité de ces processeurs et un éventuel flop qui me semble assez probable d'ailleurs. J'avais donc pas mal de questions à ce sujet-là. Je vais donc vous lire directement l'échange que j'ai eu par mail avec Michael Moreau. Moi j'ai mon ordi portable qui est ici, mais pour vous, pour que ce soit plus simple et que vous puissiez directement lire la question et la réponse, je vais vous l'afficher directement sur impression sur l'écran avec en surligné la réponse de Michael Moreau. Pour commencer, j'aimerais suivre l'actualité concernant la sortie des Intel Core Ultra 200. L'accueil de cette nouvelle génération est plutôt froid, notamment à cause des performances qui ne proposent pas un écart important avec la précédente génération. J'aimerais savoir si Intel est satisfait de ce lancement et si pour le moment les ventes sont bonnes. Donc maintenant sa réponse, il m'a noté: nous avons conçu ces processeurs avec 3 objectifs clés en tête. Proposer des processeurs plus avec des performances de jeu 14e génération à la moitié de la consommation. Ensuite, proposer avec seulement 24 cœurs et threads des performances multithread de pointe. Proposer des solutions graphiques intégrées avec des technologies récentes
entre parenthèses encodage, décodage, et pour la première fois des capacités d'IA avec un NPU de 3e génération. Au global, ce sont, même si certains consommateurs sont déçus de ne pas avoir vu un gain de performance plus important, des solutions extrêmement performantes, complètes et compétitives en ratio performance-prix en dollars, il précise, ça je vais revenir dessus. Entre parenthèses, pour les prix en France, c'est une discussion que l'on peut avoir. Fermez la parenthèse. Donc il me propose d'en parler directement avec lui concernant les prix en France, donc ça pourquoi pas, mais ce sera après mon déménagement parce que comme je l'ai dit c'est très compliqué pour le moment. D'ailleurs pour la petite histoire, ce décor là c'est très certainement la dernière fois que vous allez le voir. Donc pour revenir sur ce qu'il dit, globalement ils ont l'air satisfaits au niveau technique de ces nouveaux processeurs. Donc je relis, mais il explique qu'il voulait proposer des performances en jeu qui soient similaires à la 14e génération de Intel Core. Donc sur ce point-là, c'est plutôt vrai, même si en tant que consommateur, je pense qu'on attendait plus, le tout en abaissant la consommation de moitié. Donc c'est vrai que par rapport à la précédente génération, ces processeurs Core Ultra consomment moins. En même temps, la 14e génération consommait énormément. Sur le site d'Intel directement, ils donnent une consommation qui pouvait monter jusqu'à 250 watts, ce qui est énorme pour des processeurs. Sur ce point-là, c'est vrai qu'il y a eu une amélioration. Donc même si il baisse quand même la consommation, il prend l'exemple d'une utilisation jeu vidéo. Par exemple, chez AMD, il faut quand même reconnaître que on a un bien meilleur ratio watts par image. Cependant, c'est vrai qu'il y a quand même un effort qui est fait par rapport à la 14e gène. Sur le deuxième point, donc, proposer avec seulement 24 cœurs et threads des performances multithread de pointe. Pour moi, il fait référence au fait qu'ils ont abandonné le multithread sur cette nouvelle génération de processeurs. Le multithread que l'on avait vu plus globalement depuis l'arrivée des premiers processeurs i7, mais qu'on avait aussi connu sur les Pentium 4. Pour le coup, c'est vrai que sans l'hyperthreading, on garde des très bonnes performances en multithread, ce qui est surtout important en applicatif. Cette nouvelle génération s'en sort vraiment très bien en applicatif d'ailleurs. Ils sont donc satisfaits sur ce point-là. Je rappelle qu'en plus de ça, ils ont gardé le principe des P-Core et des E-Core sur ces processeurs. Ensuite, ils nous parlent du chipset intégré en nous parlant de solutions intéressantes avec encodage, décodage et surtout le NPU qui est intégré dans le processeur. Donc ils ont l'air satisfaits au global de tout ça. Pour le NPU, j'en reparlerai après étant donné que je vais poser directement des questions là-dessus, on verra ça juste après. Ce qui est intéressant ensuite, c'est la petite phrase qu'il me met en dessous en parlant du ratio performance-prix en dollars et me proposant de parler des prix en France en tout cas. Je pense qu'on peut parler aussi des prix de la zone euro plus globalement. Alors là, c'est moi qui vais le déduire, hein, ce n'est pas ce qu'il a dit directement, j'insiste. Mais je pense que ça sous-entend qu'ils ne sont pas forcément satisfaits des prix que l'on a en France en tout cas. Sûrement liés aux taxes, etc. Et peut-être le taux de change par rapport au dollar, entre l'euro et le dollar. À l'heure actuelle, c'est moi qui le déduis, mais je pense qu'ils ne sont pas satisfaits des prix, qu'ils aimeraient avoir des prix plus compétitifs, en tout cas chez nous. Même si ça me rassure sur le fait que visiblement ils atteignent les objectifs qu'ils voulaient, je reste quand même un petit peu sceptique parce que pour nous en tant que consommateurs, clairement, que ce soit pour une utilisation jeu vidéo ou même applicatif, en France, eh bien, la facture est très salée pour passer sur ces Ultra 200. Clairement, quelqu'un qui fait que du jeu vidéo et qui veut absolument être chez Intel, moi je lui conseillerais plus d'être sur la 14e génération à l'heure actuelle. Surtout qu'a priori, les problèmes de stabilité sont réglés, donc clairement, je ne peux que lui conseiller d'aller sur les précédentes générations de processeurs. Ça me rassure pas tant que ça concernant d'éventuelles bonnes ventes sur cette génération-là, surtout que je lui pose la question pour savoir s'ils sont satisfaits des ventes de ces processeurs pour l'instant. J'ai pas eu de réponse là-dessus, donc on va pas faire des théories. Mais en tout cas, je trouve que pour l'instant, ces processeurs sont très chers. Ça va sûrement baisser quand on va avoir des cartes mères plus entrée de gamme qui vont sortir, voire une baisse de prix des processeurs sur la durée. On va voir si ça améliorera les ventes. Autre point, Robert Alloc. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, il s'agit de quelqu'un de chez Intel qui a répondu à des questions et qui parlait notamment des problèmes de performance, des gens qui étaient déçus là-dessus. Bref, si ça vous intéresse, je vous invite directement à aller voir les questions qui ont été posées et les réponses données par Robert Alloc sur le sujet. Donc, Robert Alloc a communiqué concernant une enquête suite à des performances plus faibles qu'attendues dans certains tests indépendants. Un problème qui serait multifactoriel, les latences mémoire, les BIOS et les systèmes
systèmes d'exploitation sont pointés du doigt. Je pense qu'une communication claire serait une bonne chose pour rassurer et conseiller correctement les consommateurs. Donc, quelles sont les cartes mères et versions de BIOS limitant les performances? Quelles versions des systèmes d'exploitation sont problématiques? Et quelle est la configuration mémoire idéale, entre parenthèses, nombre de barrettes, rank, fréquence et latence, fermez les parenthèses, pour tirer les meilleurs de ces Intel Core Ultra. Car par exemple, sur la page Intel Arc du Ultra 265K, la seule information concernant la mémoire, c'est up to DDR5 6400 mégatransferts par seconde. Là où AMD précise la fréquence max garantie en fonction du nombre de barrettes utilisées. Cela veut-il dire que la fréquence de 6400 mégatransferts par seconde est garantie sur une configuration 4 barrettes, 4 ou 8 ranks? Donc maintenant sa réponse, il y a deux questions ici. Sur les points soulevés par Robert, nous allons continuer à travailler avec les différentes parties prenantes et communiquer sur les avancées relativement rapidement. Concernant les barrettes mémoire, il faut comprendre que le fonctionnement des barrettes MEM est différent entre la DDR4 et la DDR5. Entre parenthèses, différents contrôleurs mémoire, positionnement, etc. Du coup, ce qui est valable pour de la DDR4 ne le sera pas forcément avec de la DDR5. Entre parenthèses, que ce soit pour Intel et AMD. Ça, c'est important qu'ils le soulignent parce que, effectivement, c'est des problèmes que l'on rencontre aussi du côté d'AMD. Pour les Core Ultra 200, voici les fréquences max hors XMP selon configuration. Pour une carte mère avec 2 slots mémoire, on sera en dual channel avec une fréquence max de 6000 mégatransferts par seconde en mémoire du coup QDIMM et 5600 mégatransferts en mémoire DIMM, donc mémoire classique. Pour une carte mère avec 4 slots mémoire dual channel, la fréquence max sera 5600 mégatransferts en DIMM et QDIMM. Pour une mémoire avec 4 slots mémoire en quad channel, la fréquence max sera de 4800 mégatransferts en DIMM et 4400 mégatransferts en QDIMM. Pour le support XMP, cette page va être mise à jour pour référencer les vitesses maximum validées par barrette pour les Core Ultra 200. Avec entre parenthèses un lien qui nous renvoie du coup vers la page en question. Alors pour le coup, cette réponse, je suis vraiment très content de l'avoir parce que à ma connaissance, on a eu très peu, voire peut-être même pas du tout de communication d'Intel concernant les fréquences max lorsque l'on utilise 4 barrettes de RAM. Cependant, il faut quand même noter que ce qui est affiché sur le site officiel d'Intel sur la page ARC, donc les 6400 mégatransferts par seconde hors XMP, c'est valable uniquement pour les mémoires QDIMM. Et ça, c'est pas du tout précisé sur le site. Donc vraiment, je le remercie pour cette clarification, surtout que les problèmes concernant les contrôleurs mémoire, surtout avec la DDR5, ça arrivait des fois qu'on ait des problèmes en DDR4, mais surtout avec la DDR5, c'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup d'interrogations, étant donné que ces informations sont quasiment introuvables. Ce qui est intéressant par contre, au niveau de la mémoire QDIMM, alors je précise, j'ai pas précisé, mais la mémoire QDIMM, c'est une nouvelle mémoire qui possède un contrôleur directement sur les barrettes de RAM qui permet d'aller plus haut en fréquence qu'avec les mémoires DIMM. Du moins, je suppose. Alors, hein, pour le coup, j'ai pas assez creusé le sujet. Ça, j'en suis pas sûr. Si quelqu'un peut me corriger ou valider ce que je dis dans les commentaires, je le remercierai. Ce que je remarque avec ces mémoires QDIMM, c'est que visiblement, plus on a de barrettes mémoire rank et de chan, plus la fréquence doit être basse avec ces mémoires, en tout cas les fréquences supportées. Donc pour les barrettes mémoire classiques, il faudra donc vraiment faire attention, c'est maximum 5600 mégatransferts par seconde, en tout cas garanti, parce qu'il précise hors XMP. Il faut savoir que le XMP c'est considéré comme de l'overclocking, donc ce n'est pas forcément garanti. C'est pas la première fois que je parle des problèmes au niveau de la mémoire, et là c'est intéressant d'avoir vraiment une réponse officielle là-dessus. Donc vraiment, merci pour cette réponse à Mickaël Moreau. On passe maintenant aux questions concernant le NPU de ces Intel Core Ultra. Donc voici la question. Pour le grand public, quelle est l'utilité des NPU Intel à l'heure actuelle? Microsoft Copilot est, à ma connaissance, le seul programme les exploitant. Se destinant à une utilisation plutôt professionnelle, quelles vont être les utilisations grand public à l'avenir? N'aurait-il pas été plus intéressant de proposer en parallèle une gamme de processeurs sans NPU à prix réduit? Donc voici sa réponse. Que les utilisateurs de PC soient conscients ou non, l'IA client joue déjà un rôle important dans l'amélioration des applications quotidiennes.
notamment dans les effets audio et visuels. Les charges de travail prises en charge par le NPU ne feront que s'étendre et s'améliorer dans les années à venir, en particulier avec des applications telles que les assistants IA et d'autres applications similaires axées sur la productivité et la collaboration. Typiquement, on travaille avec plus de 100 éditeurs qui ont déjà optimisé plus de 300 logiciels sur les NU Intel. J'ai pas mal d'exemples, que cela soit pour la prise de notes, la conférence téléphonique, le classement de photos, la retouche ou même la mise à jour de PC que je pourrais partager. La présence de NPU va devenir un composant clé dans la décision d'achat des consommateurs, d'où le choix d'intégrer. Donc là-dessus, j'ai pas tant de commentaires que ça à faire. Je trouve que sa réponse, elle reste quand même assez bateau là-dessus. Je reste cependant assez sceptique quant à l'utilité d'avoir là maintenant tout de suite un NPU. Comme je disais dans la précédente vidéo, ça sera sûrement beaucoup plus exploité avec Windows 12. Malgré tout, je reste un petit peu sceptique. Alors, l'IA, moi, je l'utilise de temps en temps quand je fais de la vidéo. C'est intéressant, par exemple, pour améliorer la qualité d'image de certaines vieilles vidéos que je retrouve sur le net. Pour améliorer aussi la qualité audio, je l'utilise, mais j'ai quand même une utilisation particulière de mon PC. Tout le monde ne le fait pas, et surtout, malgré le fait que je n'ai pas de NPU, ça m'empêche absolument pas d'utiliser de l'intelligence artificielle. Il y a d'autres solutions, notamment via le GPU, ou via tout simplement Cloud, en le faisant directement externaliser via des serveurs ou des data centers qui vont s'occuper du traitement IA. Comme je le disais un petit peu dans ma question, ça reste des utilisations vraiment professionnelles. Pour le grand public, je reste assez sceptique sur le vrai intérêt de ce genre de NPU. Il n'empêche que je suis d'accord avec lui, c'est une avancée sur laquelle on va forcément se diriger à l'avenir. Moi, mon interrogation, c'était plus que est-ce que finalement, c'est pas trop tôt de pousser vers des processeurs obligatoirement équipés de NPU pour la génération actuelle. Maintenant, dans la précédente vidéo, j'avais expliqué que les processeurs Ultra à l'heure actuelle étaient fabriqués par TSMC, chose qui est plutôt inhabituelle de la part d'Intel, étant donné qu'ils possèdent leur propre fonderie. Donc je vous lis la question. D'après ce que j'ai compris concernant Arrow Lake, la production a été externalisée chez TSMC. Pourquoi produire chez TSMC? Intel rencontre des problèmes de production, point d'interrogation. Et là, vous allez voir sa réponse qui, pour le coup, je trouve très rassurante là-dessus. Absolument pas, les processeurs Intel Core Ultra 200S ont toujours été prévus pour être en partie fabriqués par des partenaires externes, notamment par rapport aux objectifs de performance consommation que l'on s'était fixé. Intel progresse très bien sur le procédé de fabrication Intel 18A, qui devrait être du coup la nouvelle gravure pour les futures générations de processeurs Intel, qui sera prête l'année prochaine, donc ça c'est intéressant, et nous permettra d'avoir le meilleur procédé de l'industrie. La prochaine génération pour le grand public, entre parenthèses nom de code Panther Lake, et serveurs seront produites dans nos usines. Contrairement à ce que vous pouvez parfois lire, le développement du procédé Intel 18A se passe bien, entre parenthèses, avec un lien nous informant là-dessus, avec un taux de rendement très satisfaisant pour le moment. Donc là, j'ai pas vraiment de commentaires à faire là-dessus. Visiblement, Intel est très confiant concernant son nouveau procédé de gravure. J'ai envie de dire wait and see, on va voir si vraiment ça sera si performant que ce qu'il le dit. Ils ont l'air très confiants et ça pour le coup c'est en train de me rassurer, et déjà notamment l'information qu'ils ont utilisé TSMC juste pour cette génération là me rassure pas mal. D'ailleurs ça fait partie des questions que je lui ai posées et auxquelles il n'a pas répondu pour des raisons que je peux comprendre, mais bon ça me rassure pas vraiment. C'est-à-dire que le socket 1851, il y a des rumeurs qui disent qu'il devrait durer peut-être qu'une seule et unique génération. Et si dès l'année prochaine, eh bien, ils changent de procédé de gravure pour abandonner le procédé de TSMC et revenir sur la fonderie d'Intel avec le procédé 18A, eh bien, pour moi, ça pourrait potentiellement confirmer les rumeurs. Alors, là, c'est pareil, je maîtrise pas assez pour être sûr de ce que je vais dire, donc si quelqu'un veut me corriger, qu'il n'hésite pas. Je me demande vraiment si le procédé de gravure n'est pas le même pour la prochaine génération de Intel Core Ultra, eh bien, ça ne les rendrait pas incompatibles avec le socket 1851. En tout cas, avec les chipsets pour le socket que l'on a à l'heure actuelle. Je me trompe probablement parce que il est fort possible que ce qui compte plus que la gravure soit la microarchitecture et la manière dont le processeur va communiquer avec le chipset, etc. Il n'empêche que ça me rassure pas tant que ça parce que ça laisse penser qu'on aura quand même des gros changements avec la future génération Intel avec le procédé 18A. Donc ça, ce n'est qu'une spéculation, on verra ce qu'il en est quand ça sortira.
On passe maintenant aux cartes graphiques Intel Arc sur lesquelles je m'inquiétais pas mal et sa réponse je la trouve super intéressante, vous allez voir. Dans la vidéo, j'estime que la première génération Intel Arc est un échec. J'aimerais avoir la position d'Intel à ce sujet. Vous attendiez-vous à de meilleures ventes concernant les GPU dédiés Intel? Cette génération de GPU est-elle rentable pour Intel? Quelles sont pour vous les problématiques rencontrées par les Intel Arc? Donc maintenant sa réponse. Notre investissement dans les solutions graphiques, entre parenthèses, discrètes et intégrées, fermez les parenthèses, est un investissement sur le long terme. Nous avons annoncé 4 générations et nous poursuivons notre feuille de route. Ça, c'est super intéressant. La première génération Intel Arc a pu démontrer notre capacité à proposer une solution graphique complète avec l'intégration de toutes les technologies attendues par les joueurs. Entre parenthèses XESS, DirectX 12 Ultimate, encodage et V1. Et notre investissement, notamment dans l'amélioration des pilotes avec le temps. Nous sommes conscients que c'est un marché avec des acteurs établis et que cela prendra un peu de temps pour s'y imposer. Aujourd'hui, une solution type Arc permet de jouer dans d'excellentes conditions en 1080p dans la plupart des jeux. Alors là-dessus, c'est intéressant, ça rassure concernant l'avenir des solutions graphiques Intel Arc. Il y a quand même certains points où je ne suis pas forcément en accord. Ce qui compte, c'est que visiblement, ils comptent vraiment continuer sur leur feuille de route et nous proposer au moins 4 générations de cartes graphiques Intel Arc. Donc ça montre que visiblement, ils veulent continuer. Donc je pense que ça veut dire qu'ils sont plutôt satisfaits à l'heure actuelle. Il nous parle aussi de l'intégration complète des technologies. Je suis assez d'accord avec lui. On a le XESS pour l'upscaling, qui est un upscaler qui est plutôt intéressante avec une bonne qualité d'image. Il nous parle de Direct 12 Ultimate. Alors là-dessus, oui et non, parce que même si sur DirectX 12 ça fonctionne plutôt bien, il y a quand même parfois encore des soucis. Et surtout sur les anciennes versions de DirectX, il y a quand même beaucoup de problèmes avec ces cartes graphiques. Encodage et V1, donc ça je suis d'accord, mais ce ne sont pas les seuls à proposer de l'encodage avec les cartes graphiques. Le EV1 est aussi disponible du côté d'AMD. Malgré tout, d'après les retours que j'ai eu dans les commentaires de la précédente vidéo, a priori, ces cartes graphiques Intel Arc s'en sortent très bien en encodage vidéo. Il rappelle un truc, donc je vais relire. Aujourd'hui, une solution type Arc permet de jouer dans d'excellentes conditions en 1080p à la plupart des jeux. Alors, oui, c'est vrai, dans la plupart des jeux. Le problème, c'est que j'estime, surtout avec les prix que l'on a nous en Europe, juste pour rappel, hein, c'est des cartes que l'on trouve à l'heure actuelle entre 300 et 400 euros. Pour moi, à ces prix-là, on devrait tout simplement jouer à tous les jeux en 1080p sans problème en fin de compte. Là, comme il le dit, on peut jouer sans problème dans la plupart des jeux. Voilà, c'est quand même un souci. Pour voir ce que ça donne et comprendre pourquoi je dis que c'est quand même un souci, je vous invite à aller voir la vidéo de VCG qu'a fait au moment où je sortais ma précédente vidéo. Le même jour, il a publié une vidéo dans laquelle il teste la Intel Arc face à sa concurrente qui était la 3060 et voir ce que ça donne 2 ans après sa sortie. Vous allez voir que il y a encore des soucis et peut-être même plus qu'avant. Donc il rappelle que ça permet de jouer dans de bonnes conditions en 1080p. Je trouve que pour le prix quand même, il y a peut-être une autocritique à faire là-dessus de la part d'Intel. Mais bon, à la limite, j'ai envie de dire que concernant Intel et son avenir, j'ai envie de dire c'était presque prévu. Comme il le dit, c'est un investissement sur l'avenir et il compte bien continuer à produire des nouvelles générations de cartes graphiques Intel Arc, au moins 4 générations. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, ça me rassure, visiblement, ils comptent vraiment continuer à améliorer leurs produits Intel Arc. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même du travail à faire. Ça fait quelques temps, visiblement, enfin d'après VCG en tout cas, qu'il n'y a pas eu des mises à jour des pilotes Intel Arc et qui en auraient bien besoin. On continue avec les cartes graphiques Intel et cette fois-ci la question porte sur Battlemage. Battlemage se fait attendre. La communication d'Intel ces derniers temps est très discrète voire inexistante. Pourquoi Intel se fait si discret au sujet de Battlemage? Rencontrez-vous des problèmes avec ces cartes? Quelles seraient les conséquences d'un échec de Battlemage? Il m'a donc répondu, mais la solution XE2, entre parenthèses Battlemage, est déjà sortie. C'est en effet l'architecture à la base du graphique intégré des processeurs Intel Core 200V pour ordinateur portable. Et comme tu pourras le lire ici et ici, donc ces deux ici sont des liens, je les afficherai directement au montage. Les performances et progrès sont très intéressants. Quant à la sortie des cartes graphiques dédiées, nous ne communiquerons que lorsque nous serons prêts. Nous sommes confiants sur la réception de cette génération et nous continuons à travailler sur les prochaines générations. Celestial et Druid. Pas grand chose à dire concernant les performances avec les liens qu'ils me donnent sur les chipsets graphiques intégrés au processeur. Alors j'ai envie de dire oui c'est une bonne chose et non parce que
entre un chipset graphique intégré et une carte graphique, il y a quand même des grosses différences. Je sais que les nouveaux chipsets graphiques intégrés d'Intel sont intéressants, il n'empêche que ça reste des chipsets graphiques intégrés. C'est pratique dans le cadre d'un ordinateur portable plutôt fait pour bosser, où on n'a pas vraiment besoin de grosses puissances de calcul graphique. Il n'empêche que ça reste très différent sur des cartes graphiques dédiées en PCI Express notamment. La concurrence est là, comme il l'a dit, ils s'en sont conscients, mais notamment Nvidia qui est devenu un ogre à ce niveau-là. Et il confirme encore une fois qu'il y aura, à la suite de Battlemage, encore 2 générations, donc Celestial et Druid, de cartes graphiques Intel. Je vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé juste avant. Maintenant, une question sur quelque chose qui est beaucoup revenu dans les commentaires. C'est vrai que j'en avais très peu parlé, j'ai simplement parlé de Qualcomm qui potentiellement pouvait racheter Intel. D'ailleurs, je lui ai posé des questions sur les rumeurs concernant la situation économique d'Intel. Il ne répondra pas aux rumeurs, ce que je comprends totalement. J'ai quand même tenté le coup, mais bon, on n'aura pas de réponse là-dessus, mais c'est des questions qui ont été posées. Donc voilà la question que je lui ai posée. Les processeurs Intel et plus globalement, les processeurs x86 sont désormais largement concurrencés par les processeurs ARM, notamment depuis qu'il est possible de faire fonctionner Windows 11 sur ce type de processeur, avec par exemple les processeurs Qualcomm proposant eux aussi des NPU compatibles Microsoft Copilot. Quelle est la position d'Intel concernant le choix de Microsoft de rendre compatible Windows avec les processeurs ARM? Les processeurs x86 ont une proposition de valeur inégalée aujourd'hui, que cela soit en termes de performance, consommation, écosystème et choix pour le consommateur. La sortie des processeurs Core Ultra 200V, voir lien ci-dessous, démontre bien que le jeu d'instruction x86 est plus que compétitif versus ARM. D'ailleurs, c'est souvent plus une question d'architecture que de jeu d'instruction, et ce sont nos concurrents qui le disent. Nous prenons les concurrents au sérieux, mais aujourd'hui, les solutions Intel sont les seules à avoir une proposition de valeur complète, sans compter le travail que l'on fait avec les écosystèmes pour une plateforme complète, entre parenthèses, Wi-Fi 7, Thunderbolt, fermez la parenthèse. Et ce n'est pas pour rien que nous allons livrer d'ici la fin de l'année 100 millions de PC IA. Alors, il répond sans répondre. En gros, visiblement, il est confiant concernant l'avenir des processeurs x86, en expliquant qu'il reste tout à fait dans la course par rapport aux processeurs ARM. En rappelant que finalement, on ne parle que de jeux d'instruction. Hein. Ce qui est vrai, ARM, c'est un jeu d'instruction. Le x86, c'est un jeu d'instruction aussi. Et que c'est surtout les micro-architectures qui jouent. Sur ce point, il donne pas vraiment l'impression d'être inquiété par la concurrence venant de ARM. Donc ARM, hein, pour rappel, il y a plein de processeurs ARM, il y a par exemple Qualcomm, il y a aussi Apple avec les puces M qui sont des puces ARM, il y a Nvidia aussi, donc on parle beaucoup d'Nvidia qui proposerait des processeurs ARM, ouais, c'est tout nouveau, etc. Juste je vous rappelle, Nvidia, ça fait des années qu'ils font des processeurs ARM. Il n'y a rien de nouveau, la seule nouveauté c'est que s'ils sortent des nouveaux processeurs ARM, eh bien ça sera la première fois qu'on pourra les utiliser avec Windows. C'est-à-dire qu'il y a les ARM Terga qui font depuis peut-être plus de 10 ans, si je dis pas de bêtises. Par exemple, sur la Switch, c'est un processeur ARM Nvidia que l'on retrouve dedans. Donc les gens qui sont là comme des fous, waouh, Nvidia va faire des processeurs, je vous rappelle juste qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Bref, pour revenir à ce qu'il nous dit, donc en gros, ils n'ont pas l'air vraiment inquiétés par les processeurs ARM. Je lui posais une question assez précise sur la position d'Intel par rapport au fait que Microsoft ait ouvert son système aux processeurs ARM. Bon, on n'aura pas de réponse là-dessus. Peut-être que si je fais une deuxième vidéo dans laquelle je parle avec lui directement en vocal, je lui reposerai la question pour essayer d'avoir une position là-dessus. Mais bon, en gros, visiblement, ils sont plutôt confiants. Donc là, une dernière question. Il va répondre sans répondre, mais ce que je comprends totalement concernant la situation, on va dire, économique d'Intel à l'heure actuelle. Donc ma question, c'est ça. La situation d'Intel me paraît vraiment difficile actuellement. On entend parler de 16,3 milliards de pertes pour le dernier trimestre. Que se passerait-il si les nouvelles générations de processeurs et cartes graphiques Intel étaient un échec? L'entreprise serait-elle capable d'y faire face? Voilà maintenant sa réponse. Intel est dans la stratégie d'investissement importante pour reprendre le leadership, que cela soit sur la partie procédé de fabrication, capacité de fabrication et le portefeuille de produits. Nous avons fait des progrès importants ces derniers mois, comme le montre la réception des Core Ultra 200V, ou les contrats signés avec Amazon ou le département de la défense américaine pour fabriquer leur solution Intel 18A. Nous avons encore beaucoup de challenges et nous sommes très confiants sur notre capacité à rebondir rapidement. Le résultat du troisième trimestre, entre parenthèses, malgré la perte mentionnée ci-dessous, qui est lié à des charges uniques à ce trimestre, fermez la parenthèse,
ont d'ailleurs été meilleures qu'attendues. Tout comme les perspectives pour le 4e trimestre, on peut évidemment en discuter car il y a énormément d'éléments à prendre en compte, mais je vais être concis. Donc concernant sa réponse, bon, visiblement, il s'attendait à avoir des pertes au 3e trimestre, et il explique qu'elles ont été moins importantes qu'attendues et que les chiffres du 4e trimestre devraient être bien meilleurs. Je trouve qu'il prend pas beaucoup de risques en nous répondant ça, notamment pour ses attentes au niveau du 4e trimestre, parce qu'ils viennent de sortir une nouvelle génération justement, et toujours quand il y a une nouvelle génération, ça booste un petit peu les ventes et les chiffres. Je pense que là-dessus, il prend pas beaucoup de risques en me disant qu'au 4e trimestre, ça devrait être mieux. Moi, ce qui m'inquiétait vraiment, ce que je disais dans la précédente vidéo, et ce que je lui dis dans cette question-là, sur laquelle j'aurais pas totalement une réponse sur le sujet, c'est est-ce que Intel sera capable de supporter un échec des nouveaux processeurs, du moins du lancement des nouveaux processeurs, ainsi que sur les nouvelles cartes graphiques Intel Arc Battlemage. Battlemage se fait attendre, on n'a plus trop de nouvelles, il nous disait en gros ça sera prêt quand ça sera prêt. Ils sont quand même très en retard, je pense qu'il faut le dire. La nouvelle génération de cartes graphiques devrait probablement arriver début d'année pour les concurrents, donc AMD et Nvidia. Ce qui fait qu'ils vont sortir un Battlemage qui était censé concurrencer les RTX 4000 et Radeon 7000. Ils vont sûrement les sortir au moment de la sortie de la nouvelle génération, donc RX 8000 et Nvidia GeForce 5000. Probablement encore une fois avec une génération de retard comme pour les arcs précédentes. Donc ça me rassure pas trop, on n'a pas vraiment de réponse là-dessus, ce que je peux totalement comprendre, et surtout s'il doit vraiment annoncer des problèmes, il va pas le faire chez moi, ça c'est clair. Il n'empêche qu'ils ont l'air vraiment confiants encore une fois sur la nouvelle génération qui devrait être gravée avec le procédé 18A. J'espère vraiment qu'ils se trompent pas là-dessus et que ça va être une très bonne génération de la part d'Intel. Il nous rassure aussi en disant qu'ils ont eu des gros contrats visiblement avec Amazon et la défense américaine. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose et que ça va vraiment permettre d'avoir de la liquidité pour Intel qui est visiblement est en perte ces derniers temps. Donc j'espère qu'il a raison d'être confiant et que vraiment ça va leur permettre de revenir sur le devant de la scène. Moi j'attends que ça et j'espère que ce sera une bonne surprise. Bien entendu, comme il le dit, c'est un sujet qui est sûrement très complexe et il me propose d'en parler avec lui. Donc je pense vraiment, une fois que j'aurai déménagé, que j'aurai mon petit coin pour enregistrer tranquillement, faire une session en vocal ou voire même en visio avec lui dans lequel je lui poserai des questions. D'ailleurs on va faire un truc, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre des questions que je pourrais lui poser, comme ça s'il accepte de faire une vidéo comme ça en visio, je ferai directement lui poser des interrogations que vous pouvez avoir. Bien entendu je vais quand même filtrer les questions pour poser les questions que j'estime être vraiment pertinentes, mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Je lui avais posé d'autres questions dans lesquelles c'était surtout des questions liées aux rumeurs et il m'a tout simplement répondu, bon voilà, ce sont des rumeurs, je vais pas commenter, des choses comme ça. Notamment sur les histoires de rachat, donc Qualcomm, on entendait parler que potentiellement ils voulaient racheter. Moi j'en avais déduit que c'était possiblement pour se positionner sur le X86. En gros il m'avait répondu, c'est à Qualcomm qu'il faut poser la question. Ce qui est pas faux. Et autre point, dernièrement on entend parler d'une possible fusion d'Intel avec des concurrents, peut-être AMD, on entend parler, etc. Il n'y a rien de confirmé. Et là c'est pareil, c'est des rumeurs, donc pas de commentaires, ce que je conçois totalement. En tout cas, voilà, donc il y a eu beaucoup de réponses très intéressantes. Je suis notamment content d'avoir eu un éclaircissement au niveau des compatibilités sur la mémoire. Sur la DDR5, notamment quand on a 4 barrettes de RAM, etc. Ça fait un moment qu'on voit que les contrôleurs mémoire dans les processeurs ont vraiment du mal à suivre avec les grosses fréquences. Donc là c'est bien d'avoir une mise au clair là-dessus, j'en suis très content. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut vraiment dire merci à Michael Moreau pour nous avoir donné toutes ces réponses. Je m'y attendais pas et c'est vraiment une très bonne surprise. J'aurais beaucoup aimé faire ça sous forme de discussion directement vocale, voire même en visio pour qu'on ait une image, c'est quand même plus sympa quand on fait de la vidéo. Je lui proposerai sûrement de faire ça une fois que je suis installé. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire et si ça se fait, je verrai pour poser des questions intéressantes que j'aurais vues dans les commentaires.
Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air ou encore à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour dans la description pour voir les soutiens de la chaîne que sont le site PC Boost, mais aussi le forum overclockingpc.eu. Vous trouverez aussi les liens vers les produits proposés par le sponsor de la chaîne, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser les liens. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.